Alors, on se retrouve ici pour la correction du test 3. Le test 1 et le test 2, je vous laisserai le faire, hein, c'est vraiment des révisions de première. Ça, il faut apprendre, il faut connaître. Hein, voilà, la différence entre la croûte continentale granitique et la croûte océanique constituée de basalte et gabbro. Et donc la lithosphère, c'est la même chose, mais contenant une partie du manteau péridotitique dessous. Les déformations liées à la tectonique des plaques, hein, donc les trois types de failles et les plis. Donc ça, il faut connaître, ça nous servira. Alors on était ici pour le test 3, c'est les diagrammes pression-température. On va retrouver ici donc. Le diagramme pression-température, c'est un graphique sur lequel en abscisse on a la température et en profondeur la pression qui est en fait qui augmente avec la profondeur. Alors, les diagrammes pression-température, c'est de la géologie expérimentale. Oui, on peut faire des expériences sur des roches. Alors, pour bien comprendre quel type d'expérience on va faire, on va aller sur cette adresse-là et on tomber ici sur les enclumes à diamant. Qu'est-ce que c'est qu'une enclume à diamant? Une enclume à diamant, c'est un appareil en fait, qui contient deux diamants entre lesquels on va pouvoir intercaler une roche donnée. Quand on va appuyer sur les diamants, au niveau de la pointe ici, on va pouvoir augmenter en pression, on va pouvoir augmenter tellement la pression qu'on va pouvoir simuler en fait des pressions qui règnent en profondeur de la Terre, jusqu'à 300 km de profondeur, ce qui est énorme. Si on fait passer un laser, on va pouvoir par contre chauffer cette roche. Donc on va pouvoir amener cette roche à des pressions plus ou moins importantes et à des températures plus ou moins importantes. Et qu'est-ce qui nous intéresse de savoir? Eh bien, c'est de savoir à quel moment, dans quelles conditions de pression et de température, elle commence à fondre. C'est ça l'idée. On sait que plus on va chauffer une roche, plus elle va se rapprocher du point de fusion. Et à un moment donné, elle va fondre, cette roche. On sait que de la roche fond en sous-sol, puisque du magma nous arrive des profondeurs. Donc on sait que la température, la chaleur, favorise la fusion. Par contre, on sait que la pression limite la fusion. Donc, quelles sont les conditions pression-température où une roche peut commencer à fondre? Et c'est ça qu'on voulait aller construire. Donc ici, on pouvait suivre les consignes. Donc on choisit de la péridotite sèche. Donc ici, on va choisir de la roche mantélique, puisque c'est de la péridotite du manteau qui peut fondre dessous en profondeur. Et on va faire varier la pression et la température pour avoir une idée précise des conditions pression et température auxquelles la roche commence à fondre. Et on va reporter les résultats sur le diagramme vierge ici, et de façon à tracer une courbe qu'on va appeler le solidus. À droite du solidus, si la courbe est comme ça par exemple, à droite du solidus, on aura toutes les conditions pression-température où la roche commence à fondre, où elle est partiellement fondue, et à gauche, toutes les conditions pression-température où elle reste solide. Alors, allons-y pour la péridotite sèche. Ici, je choisissais donc péridotite sèche, ça réduit, et elle est dans l'enclume à diamant. À pression 0, donc ici 0, température à la pression ambiante, je monte en température et j'observe tout simplement les cristaux. Alors ici, les cristaux sont symbolisés par du blé, et là je vois hop, que ça commence à fondre. Alors je reviens. Ici, clairement, c'est solide, et là, j'ai la température. Je vois qu'il commence à y avoir un joint, des joints de liquide. La roche commence à fondre à 1167 degrés pour une pression à 0. Donc à 0 ici, à 1067 degrés, ici, j'ai mon premier point. Donc j'ai 1500 ici, donc 1250 ici, 1125, donc 1125, 1167, ce serait ici. Voilà mon premier point. Maintenant, je vais monter en température, en pression, pardon. Là, je vais simuler
simulons 80 km, voilà, 50 km. Et à 50 km, j'ai déjà 1,7 milliard de pascal, 1,7 gigapascal, 50 km. Et je vois que ma roche est solide dans ces conditions. Alors, quelle température je dois appliquer pour qu'elle fonde? Eh bien, je reviens, là, elle fond, hein, elle fond complètement, donc je reviens, et je vois qu'elle commence précisément à fondre, hop, à 1343. Donc à 50 km de profondeur. Donc ici, j'aurai 40. Donc 50 serait là. Ici, entre 40 et 80, il y aurait 4 divisions. 1, 2, 3, 4. Donc 50 est là. Et il faut que je monte jusqu'à 1343. Ici 1500, 1250. Ici, quelque part, ici. Voilà, mon deuxième point. Il serait quelque part ici. Voilà. Et vous avez compris le principe, je vais augmenter donc en pression. Si je peux me mettre par exemple à 80 km, hein, c'est ce point-là, et je continue. Et je vais faire ça pour toutes les... Et je vais faire ça pour toutes les profondeurs jusqu'à 200 km ici, puisque le logiciel me permet d'aller jusqu'à 200 km. Voilà, j'ai tracé 3 autres points pour 80 km, 160 km et 200 km, c'était le max où je pouvais aller ici avec le logiciel. Et donc je peux tracer donc ce qu'on appelle le solidus de la péridotite sèche, c'est-à-dire la droite, à gauche de laquelle ici la roche reste totalement solide, et ici, droite de laquelle la roche commence en fait à fondre. On voit que quand elle fond, la roche, c'est toujours une fusion partielle, une partie de la roche qui fond, une partie qui ne fond pas. Chimiquement, en fait, c'est pas la même chose. La partie qui ne fond pas est chimiquement différente en fait de la partie qui fond. C'est pas comme quand vous faites, par exemple, fondre du chocolat, par exemple. Quand vous faites fondre du chocolat, vous avez d'abord du chocolat fondu et du chocolat encore solide, mais il est de même composition. Quand vous faites fondre du beurre, vous avez du beurre quand ça fond dans la casserole, qui est fondu, et du beurre qui n'est pas fondu. Et les deux ont la même composition. En fait, dans une roche, qui est très bizarre, c'est quand vous avez une fusion partielle, la partie qui fond ici en noir, chimiquement différente de la partie qui ne fond pas. En gros, on appelle ça donc la fusion partielle. Alors, on nous demandait de travailler maintenant sur la péridotite hydratée. On va voir si on rajoute de l'eau donc dans une péridotite, est-ce qu'on a la même chose? Alors, pour travailler avec la péridotite hydratée, eh bien, je clique tout simplement sur péridotite hydratée. Hop, et voilà, elle est en place dans l'enclume à diamant. Je me place à pression 0 et j'augmente en température. Hop, et comme tout à l'heure, je regarde où est-ce que ça commence à fondre. Ici, je suis à peu près à 1167 pour 0, donc ici, je suis à 0 de pression pour 1100. Un petit peu plus bas. Voilà, ça commence à fondre à 1085, c'est pas tout à fait 1100. 1100 c'est là. Donc je vais placer le point ici. Le premier point ici. J'augmente à 50 km. J'augmente la pression 50 km, comme pour tout à l'heure.
Et là, je vois que c'est beaucoup trop, il faut que je baisse la température. Voilà, là je suis aux alentours de 897, c'est-à-dire 900 degrés. Donc pour une pression de 1,8 gigapascal, c'est-à-dire la pression qui règne à 50 km de profondeur, j'ai une fusion aux alentours de 897, c'est aux alentours de 900 ici. Voilà, mon deuxième point, il est ici. Je monte encore à 80 km. Et là, je vois que je suis déjà fondu en fait, il faut que je revienne. En fait, j'ai l'impression que quand il y a de l'eau, je suis à peu près à 800, quand il y a de l'eau, la péridotite fond à température moins importante. 800, je suis là à 80 km. Ce point-là. Je monte maintenant à 160. Là, il faut que je monte, c'est beaucoup. 1097, on va dire 1100. Hein. Donc, à une pression équivalente à 160 km, c'est-à-dire 5,6 gigapascal. C'est 1100 ici. Ici. Et pour le dernier, donc, à 200 km, je commence à prendre à 1355. 1355, quelque chose comme ça ici. 1100, 1200, 1300, 1355, ça fait par là. Alors, ce que je peux vérifier, c'est ici, hein, aux alentours de... Alors, ça ferait 20, ça ferait 80, donc ici 40, ici je serai à 120. Ce que je peux vérifier, c'est le point à 120. Et à 120, je commence à fondre à quelque chose comme 827, 880. Donc ici, à 880, donc 1900, 800, 880, presque à 900 ici. Je suis là. Donc, mon solidus hydraté, c'est-à-dire la courbe qui va séparer les pressions-températures où je peux fondre partiellement ici et où la roche est complètement solide ici, eh bien on voit que le solidus hydraté n'est pas du tout le même. Si une péridotite du manteau est hydratée, eh bien elle va fondre à des températures moins importantes en fonction de la profondeur que si elle n'est pas hydratée. Alors sous la dorsale en première spé, on avait vu que c'était ce solidus-là qui nous intéressait, puisqu'en fait sous les dorsales il n'y a pas d'eau, en fait la péridotite, la sténosphère remonte mais à sec pratiquement, et on verra ici dans notre cours en quoi ce solidus-là nous intéresse. Voilà pour le... Alors ici, il faudrait une légende, bien sûr. Hein. Hop, solidus donc hydraté, d'accord. Et en rouge, on aurait donc le solidus sec. Et voilà.